Bonjour à tous, c'est l'heure des actualités de la semaine du 8 juillet 2024 qui a été notamment marquée par la Japan Expo. Je n'étais pas censé y aller cette année, mais des amis m'ont chauffé pour qu'on y aille tous ensemble en covoiturage le samedi. Du coup, j'y suis allé, j'ai fait quelques achats et vu quelques conférences et c'était très cool. Concernant les annonces, la Japan Expo c'est un peu la messe des éditeurs pour tout ce qui est manga et animation, mais toutes les annonces n'ont pas encore été rendues publiques, donc on en saura plus dans les semaines et mois qui arrivent. Sans plus attendre, c'est parti pour les parutions de la semaine et je vais parler de 3 collectors et de quelques avant-premières que j'ai pu acheter à Japan Expo. C'est parti. Pour moi, la grosse sortie de la semaine, c'est évidemment le tome 42 collector de Berserk de Kentaro Miura, qui est sorti 2 ans après le dernier. Si vous ne saviez pas, Kentaro Miura est décédé et c'est maintenant son ami Koji Mori qui a pris le relais. Mais avant de mourir, il lui a donné tout ce qu'il fallait pour continuer et que ça reste fidèle à l'œuvre. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Le seul problème que j'ai avec Berserk, et qui n'en est pas vraiment un, c'est que le premier tome est sorti au Japon en 99 et chez nous en 2004. Donc quand j'avais 9 ans, soit pas du tout l'âge pour lire du Berserk. Donc je ne le connais que de nom ou de réputation, je sais reconnaître son trait, mais je n'ai jamais lu un chapitre ni vu un épisode d'animé ou de film. Du coup, ça fait 41 tomes à rattraper. Et je me bats déjà chaque semaine avec les achats de la semaine pour trouver de la place. Du coup, je pense que je vais craquer pour cette série en numérique. Et si je l'aime bien, que ce soit le trait ou l'histoire, pourquoi pas craquer pour un artbook. Ensuite, le deuxième collector, on en a déjà parlé la semaine dernière avec son adaptation animée. Je vais bien sûr parler du 34e et dernier tome de Fire Force, qui sort pour l'occasion une édition collector contenant l'artbook, un certificat de lecture et une jaquette réversible et brillante. C'est un très bon moyen de conclure la série. Et enfin, le collector le plus mastoc de cette semaine que je n'ai pas acheté car c'est sur un webtoon et je préfère les avoir au format numérique, c'est le tome 5 collector de Seule la mort atteint la vilaine qui comprend le tome 5, des planches de stickers, un carnet, un kit de papeterie contenant 10 enveloppes et 10 lettres, ainsi qu'un bâton de cire et son seau. Et petit aparté sur les avant-premières, la Japan Expo c'est souvent l'occasion pour les éditeurs de sortir des mangas en avant-première pour diverses raisons. D'habitude je fais la razzia mais comme c'était pas prévu, j'ai été très soft cette année et je n'ai pris que 2 tomes. Le premier c'est bien évidemment Bocchi the Rock chez Meian, donc le tome 5 qui est censé sortir le 24 août, donc pas mal d'avance. D'ailleurs concernant Meian, tous les collectors que j'avais annoncés la semaine dernière étaient disponibles à Japan Expo. Et notamment dans le cas de Grand Blue, le tome 19 et le tome 20 étaient dispo, sachant que le tome 19 sort la semaine prochaine. Et avec ça, du coup, j'ai eu 2 petits goodies, le marque-page que j'avais déjà eu l'année dernière de mémoire, et un petit porte-clés. Ça fait toujours plaisir. Et le deuxième, c'est le tome 7 de Pourquoi attendre chez Soleil Manga qui doit paraître le 14 août. J'avais lu les 2 premiers tomes et j'avais bien aimé le pitch, donc c'est une romance lycéenne avec la particularité que le héros est l'héritier d'un très grand groupe qui bannit tout ce qui est relation, que ce soit amoureuse ou même le simple contact. Donc ils vont devoir essayer de faire vivre leur relation malgré ces contraintes. Et pour finir avec séparation de la semaine, j'aimerais donner la mention du nom le plus original au manga yaoi slash boys love, Cutard légendaire versus cul d'acier. C'est tout. On va maintenant parler des annonces et on va commencer avec les Daruma Awards. Les Daruma Awards, ce sont des prix décernés à la Japan Expo à certains mangas ou animés et dont les votes sont composés à 50% de votes du public sur l'application Manga Collect et à 50% du vote d'un jury professionnel. Pour moi, toutes ces cérémonies, que ce soit pour les mangas, les animés ou même les jeux vidéo ou le cinéma, c'est trop réducteur, ça apporte pas un bon message, c'est se concentrer que sur quelques œuvres alors qu'il y en a tellement qui mériteraient. Et c'est pour ça que j'ai très rapidement arrêté les notes dans les points culture à l'écrit, parce que je préfère transférer des émotions ou ce que m'a fait ressentir l'œuvre, plutôt qu'une note qui serait trop réducteur. Si on exagère et qu'on sort tous les chefs-d'œuvre d'un média la même année, on ne va pas juste en retenir un, on va tous les retenir. Du coup, pour moi, ces cérémonies, c'est surtout pour découvrir des œuvres qui seraient peut-être passées à côté de nos radars, pour les découvrir, ou se dire, tiens, si des gens ont aimé, peut-être que moi je pourrais aimer, plutôt que dire, c'est la meilleure œuvre de telle catégorie. Surtout que souvent, ça se finit en bataille d'ego entre les communautés, donc je vois pas l'intérêt. En tout cas, je vous mets la liste des lauréats dans la description. Côté Pika, ce n'est pas vraiment une annonce, mais j'ai pu assister samedi à la conférence avec Sleepy C, l'artiste principal du webtoon Le Lecteur Omniscient, avec Marie Palot en host et le directeur éditorial de Pika qui sort le webtoon en format papier chez nous. Donc la conférence était séparée en 2 parties. La première, c'était des questions-réponses entre Marie et Sleepy C, et la traductrice bien sûr, sur comment elle travaille sur cette série, que ce soit avec le studio Red Ice, les retours qu'elle a fait parfois avec son éditeur et le créateur du light novel, et aussi comment elle organisait tout ça, s'il y avait eu des passages qui étaient plus importants pour elle, plus difficiles à retranscrire, et en tout cas c'était très intéressant. Et j'ai trouvé un petit bémol, c'est que parfois j'avais l'impression que certaines questions, Sleepy C ne répondait pas exactement à la question, mais à une question qui s'en approchait. Donc parfois j'avais pas vraiment l'impression d'avoir entendu la réponse à la question qui était posée, mais c'est pas vraiment très grave.
En tout cas, on a eu l'info à la fin de la conférence, mais tout ça sera retransmis plus tard sur la chaîne YouTube de la Japan Expo. Et la deuxième partie, c'était le live drawing de Sleepy C qui a dessiné le héros et le personnage principal pendant que Marie posait des questions au directeur éditorial de Pika. Pour le live drawing, elle ne partait pas de zéro, il y avait déjà le brouillon bleu, mais pour tout ce qui est ancrage, ombrage et coloration, elle l'a fait en live et c'était très impressionnant à regarder, et elle a utilisé le logiciel Clip Studio Paint. Et pour les questions avec le directeur éditorial de Pika, ils ont surtout parlé de la vision de Pika pour le webtoon, car ils se sont lancés cette année avec le lecteur Omniscient, ils se sont lancés du coup très fort avec une très belle édition, et comment ils voyaient l'avenir. Et aussi, on a eu l'annonce en avant-première de la future sérialisation du précédent manhwa de Sleepy C. Concernant Kana, j'ai deux annonces. La première, c'est la sortie le 27 septembre de Captain Flamme, l'Empereur Éternel en édition simple et collector. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. Et la deuxième et grosse annonce, c'est la sortie en février 2025 de Kagurabachi, avec une sortie simultrade sur Manga Plus, et les 3 premiers chapitres sont disponibles actuellement. Personnellement, Kagurabachi, je le connais de nom et à quelques visuels, et je sais aussi qu'il y a une très grosse communauté de fans qui disent que c'est une tuerie. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais évidemment regarder ça de plus près quand ça sortira. Et peut-être aussi commencer les 3 premiers chapitres sur Manga Plus. Concernant Meian, ils ont annoncé pour novembre 2024 la sortie des tomes 1 à 5 de B-Blues, un manga de foot terminé en 49 tomes au Japon. Et connaissant Meian, il fera sans doute l'objet d'un abonnement. Ensuite, concernant Kiun, ils ont annoncé pour le 5 septembre la sortie du tome 11 des Mémoires de Vanitas avec une édition collector. Concernant Akata, nous avons 3 annonces. La première, c'est la sortie le 22 août 2024 du manga Enfer contre toutes, une série en 3 tomes par la même auteur que Saturn Return qui vient de se terminer chez eux. La deuxième, c'est l'annonce de la sortie le 29 août 2024 du manga Les Chroniques d'Asphareo, le Dragon d'Argent, un one-shot spin-off de Romantasy du manga Les Chroniques d'Asphareo. Et la dernière, c'est l'annonce de la sortie également pour le 29 août 2024 du manga Les Noces de l'Or et de l'Eau, un autre one-shot de Romantasy. Pour Panini, ce n'est pas leur annonce mais ça concerne une de leurs séries. On a enfin eu le premier trailer pour la série live de Cat Size produite par TF1. Même si je ne l'ai découvert qu'assez récemment, Cat Size est une série de cœur et c'est après le point culture textuelle sur Cat Size que j'ai décidé de passer au format vidéo car je ne pouvais pas leur rendre hommage comme je voulais. Et j'avais déjà des appréhensions quand l'annonce de cette série a été faite. Sachant que j'avais déjà vu le film asiatique de Cat Size, c'est une purge, je vous dis clairement c'est une purge ce film. Et du coup je savais que j'allais regarder cette série parce que c'est Cat Size, je me dois de regarder, mais je partais pas forcément avec les bons a priori. Et après ce trailer, c'est encore moins la hype, même si je sais que je vais regarder. Alors j'espère que ça va être beaucoup mieux que ce que ça présente actuellement. Concernant Crunchyroll, j'ai 3 annonces. La première, c'est l'annonce de la sortie du manga Reincarnated as an Aristocrat, et j'en parle parce que j'ai vu l'anime il y a 2-3 semaines et j'avais bien aimé. Pour moi, ça fait un peu partie de ces mangas qui ont une vibe comme Tengen Hero Wars, où ce sont des isekai, et le but ce n'est pas d'avoir le personnage principal qui est overpuissant, mais qu'il sache s'entourer de personnes qui sont à elles très puissantes. Et c'est tout le principe de ce manga. Ensuite, la prochaine annonce, c'est la sortie prochaine au cinéma des films Bocchi's Rock, Recap 1 et 2. Et attention pour ceux qui ont déjà vu l'anime, ces films, ce n'est ni plus ni moins que la première saison, recoupée en 2 films d'1h30. Il n'y a aucun contenu nouveau. Moi je sais que je vais aller le voir parce que j'adore Bocchi et qu'un film de musique au cinéma ça doit être une très forte expérience, mais soyez prévenus. Et la dernière annonce, qui concerne une sortie cinéma au Japon mais qu'on aura forcément un jour chez nous, c'est la sortie le 20 septembre de l'arc inédit de Quintessential Quintuplets concernant la lune de miel. D'ailleurs, concernant Crunchyroll, j'ai une petite gueulante concernant leur communication. Le samedi, lorsque j'étais à Japan Expo, j'ai reçu une notification sur l'application me disant qu'ils avaient ouvert leur store en Europe, donc c'est en Allemagne, ça on le savait, mais que si on voulait, on pouvait aller voir leur collection sur leur stand. Et j'avais vu une figurine qui m'intéressait, et qui était en plus sur le prochain point de culture, donc je me suis dit, c'est parfait, je vais y aller. Et pour un peu de contexte, j'avais screené la notification que j'ai reçue, qui dit bien Sélection Japan Expo, et quand on cliquait, on voyait bien une liste de figurines. Et quand j'ai montré mon téléphone au vendeur, il m'a dit qu'il ne vendait pas de figurines ici. Du coup, j'ai essayé un peu de comprendre, et en fait, dans l'application, dans la section Store, on ne voit pas l'icône cliquable Japan Expo, mais dans le lien de notification, quand on clique sur le lien, ça nous envoie sur la page web du store, page qui contient cette image. Donc encore une fois, une énorme communication réussie de la part de Crunchyroll. J'étais dégoûté sur le moment, et du coup, pour me venger, j'ai acheté une figurine de Mitsuri Kanroji de Demon Slayer. Concernant Komiku, on a eu l'annonce de l'adaptation animée de Magic Maker qui sortira en 2025, et c'est une adaptation que j'attends énormément. Magic Maker, c'est une série en 3 tomes sortie chez Komiku, et qui m'avait donné une sensation de prologue. Durant ces 3 tomes,
Le mangaka arrive parfaitement à poser des bases solides, que ce soit concernant l'univers, l'histoire ou les personnages. Et en fait, le troisième tome se termine de façon abrupte, alors qu'on aurait pu penser que ça allait partir sur une épopée fantastique. Donc j'ai été très déçu de cette fin, surtout qu'il n'y a pas eu d'annonce comme quoi il y aurait une suite, que ce soit dans un autre manga ou un autre format. Et ça ne vient pas d'un light novel. Alors pour moi, cet animé sort un peu de nulle part, mais si ça permet d'avoir la suite de l'histoire en animé, ou de tâter le terrain, voir s'il y a un public pour avoir la suite du manga, moi je dis banco. Et de toute façon, je vais suivre cette adaptation avec le plus grand intérêt. Concernant Delcourt Tonkam, ils ont annoncé des prix réduits sur les tomes numériques de plusieurs de leurs séries. Je vous mets la liste des séries concernées ici, et je pense que je vais craquer pour certaines, voire toutes. Concernant Netflix, ils ont annoncé la série d'animation Terminator 0. Je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup le style graphique, et je vais voir ce que ça donne une fois que ce sera sorti. Et enfin, dernière toute petite annonce pour la Japan Expo, ils ont déjà annoncé un des invités d'honneur pour la Japan Expo 2025, qui n'est autre que le maître de l'horreur Junji Ito, qui était déjà l'invité d'honneur mais du festival d'Angoulême en 2023. On a enfin fini avec les annonces, et c'est le moment de parler des lectures et des visionnages de la semaine. Bon, étant donné que c'était Japan Expo, je n'ai pas forcément eu beaucoup de temps, mais j'ai quand même eu le temps de lire 4 petites œuvres, et je vais en parler. Et la première lecture de la semaine, c'est la lecture du tome 2 de Crack-Promo Medaka. Crack-Promo Medaka, c'est une romance lycéenne, où Mona, la fille la plus populaire du lycée, a envie que tout le monde tombe sous son charme, sauf qu'elle n'arrive pas à charmer Medaka qui est insensible, et va tout faire pour changer ça. Sauf que petit à petit, elle va se rendre compte que c'est elle qui va tomber sous le charme de Medaka, et ça va bien sûr donner à des situations plus ou moins humoristiques. Même si ça joue beaucoup sur le comique de situation et la taquinerie, on est toujours sur quelque chose de très feel good, au contraire de certaines séries. A noter que le tome 2 est sorti cette semaine, j'avais bien aimé le tome 1 et le tome 2 a confirmé l'essai, je vais donc suivre la suite de cette série avec le plus grand intérêt. La deuxième lecture, je triche un peu car je l'avais déjà lu la semaine dernière mais j'avais oublié d'en parler, c'est le tome 6 de Kami-sama School. Pour information, Kami ça veut dire Dieu en japonais, et dans Kami-sama School, certaines personnes ont des pouvoirs spirituels plus ou moins puissants et avec des pouvoirs plus ou moins variés, un peu comme dans MHA, et ces personnes peuvent entrer dans des écoles pour devenir Kami, mais le concours étant très exigeant, tout le monde n'y arrive pas, mais ce n'est pas grave, il y a tout un système qui a été mis en place, et les personnes qui n'arrivent pas à obtenir leur diplôme peuvent très bien se retrouver dans des postes très haut placés dans la vie civile. L'histoire nous fait suivre Nagi, qui est la petite fille d'une personne très puissante et connue, mais Nagi semble dépourvue de capacités. En tout cas, c'est ce qu'on croit au premier abord. Et ça va être tout le focus de la première partie de ce manga. C'est assez difficile de le pitcher comme ça, car l'histoire est très riche, avec beaucoup de sous-intrigues, de personnages et d'éléments qui se rajoutent au fur et à mesure. Et pour moi, c'était un neketsu, donc c'est normal que ça prenne son temps. Par contre, c'est un shoujo, donc c'est un shoujo neketsu. Et même pour un point culture, je pense qu'on a encore besoin de quelques tomes pour avoir assez de matière. Pour la troisième lecture, et Sleep ici oblige, j'ai rattrapé mon retard sur le lecteur omniscient, je suis maintenant au chapitre 212. Le lecteur omniscient, c'est toujours un énorme plaisir, que ce soit au niveau graphique, de l'histoire, ou même de la réalisation en global. Et en plus, on a eu quelques twists et gros événements, on arrive bientôt à la fin du 10e scénario, et ça annonce du très lourd. Mais pour moi, la lecture coup de cœur de la semaine, et j'en avais déjà parlé la semaine dernière, c'est le Yuri She Wasn't a Guy. Déjà, l'ouvrage chez Mangetsu, il est magnifique. Que ce soit la taille, les pages en couleur, la monochromie verte ou même la qualité du papier, c'est une édition de très belle facture. Et que ce soit pour le scénario ou le dessin, c'est aussi de très bonne qualité, avec un découpage original pour les chapitres. L'histoire va suivre Aya, qui est une lycéenne qui adore le rock, au contraire de ses amis, et qui va tomber sous le charme de la disquaire. Mais cette disquaire, c'est en fait Mitsuki, sa voisine de classe. Mitsuki, qui en classe veut être la plus insignifiante possible pour ne pas qu'on la remarque, aide à temps partiel son oncle qui tient un magasin de musique. Ayant toujours été mise à partie à cause de ses goûts vestimentaires et musicaux, ne peut être qu'elle-même que lorsqu'elle est en dehors du lycée. Et c'est donc pour ça que Aya ne l'a pas reconnue, mais que Mitsuki, elle, a reconnu Aya. Et il n'y a aucune intention chez Mitsuki de berner Aya. C'est juste qu'elle, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas eu d'amis, donc elle ne sait pas du tout comment réagir, et sa sociabilité est aux fraises. C'est encore une fois très feel good et mignon, et l'histoire avance beaucoup plus vite que ce que j'aurais pu penser à la lecture, ce qui est un vrai plus. Vraiment, essayez-le, même si vous vous dites que les shoujo ou les yuri, c'est pas pour vous. C'est qu'un seul tome, et pour l'instant il y a 2 tomes sortis, le prochain sortira dans quelques mois, donc au moins vous aurez une idée, vous verrez un peu la qualité. Surtout, c'est un très bel ouvrage encore une fois. C'est tout pour les actualités de la semaine, qui était très chargée, Japan Expo oblige. Concernant les points culture, le prochain est déjà écrit, et pour les suivants, je pense alterner entre un nouveau point culture et un point culture textuel remis au format vidéo. Comme ça, à terme, lorsque je ferai référence à d'anciens points culture disponibles uniquement actuellement au format textuel, vous pourrez vous référer à la vidéo correspondante. Même si ça va prendre un peu de temps. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!